Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui un émissaire tchadien. Le président tchadien sollicite le soutien de la République de Djibouti pour la candidature d'un Tchadien au poste de la Banque africaine de développement. Autre titre de cette édition est humanitaire. Le Qatar envoie des vivres et médicaments à partir de Djibouti. Bonsoir, merci d'avoir choisi Télé Djibouti pour vous informer. Le président de la République, Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin l'émissaire du président tchadien, en l'occurrence Al-Nadif, au palais présidentiel. L'émissaire tchadien, qui n'est autre que l'ancien ministre des Affaires étrangères, a remis au président de la République un message écrit du président tchadien Idriss Déby Itno. Cette rencontre a vu la participation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Mahmoud Ali Youssouf. Et dans son message, le président tchadien a sollicité le soutien de la République de Djibouti pour la candidature d'un Tchadien au poste de la banque, au poste du président de la Banque africaine de développement. En effet, les participants aux prochaines assemblées générales qui se tiendra du 25 au 29 mai à Abidjan en Côte d'Ivoire désigneront un successeur à Donald Kaberuka. M'a demandé de lui rendre compte de l'évolution de la situation, recueillir un peu ses avis, ses conseils, parce que de par sa façon de diriger le pays, de par son ancienneté, il est parmi les chefs d'État sages au niveau africain. Ses avis, ses conseils ne sont jamais de trop, et donc j'ai à lui transmettre un message. Il m'a donné également son avis. Deuxièmement, vous savez que d'ici la fin du mois, les assemblées générales de la Banque africaine de développement vont avoir lieu à Abidjan. On va élire un nouveau président de la Banque africaine. Là également, on s'est échangé un peu sur comment il faudrait faire. Et le Tchad a un candidat. Comment le Djibouti peut aider également à ce que cette candidature puisse recueillir le maximum de voix possibles. La représentation de l'Union européenne a lancé ce matin à l'Institut des études diplomatiques une conférence débat sur la politique étrangère et de sécurité européenne dans la Corne de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Joseph Silva, ainsi que l'ambassadeur de la France à Djibouti, Serge Moussiti. Le cadre de l'administration djiboutienne et des représentants de l'IGAD prennent part à ce débat. Cette conférence a pour objectif de vulgariser la stratégie de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité. Au menu de ce débat, la lutte contre le terrorisme ou encore la lutte contre la piraterie maritime dans la Corne de l'Afrique. Il était aussi question de mettre en lumière les institutions de l'Union européenne. Réaliser d'importants progrès pour consolider son rôle comme acteur majeur de la politique étrangère et de sécurité, ce que ne facilite, je le souligne, ni la règle de l'unanimité applicable dans ce domaine, ni les divisions entre la politique étrangère et les autres politiques externes de l'Union, la mise en place, et cela est très important, en 2011, d'un service européen d'action extérieure qui inclut aujourd'hui 140 délégations ayant statut d'ambassade. À cet égard, la Corne de l'Afrique constitue un terrain malheureusement privilégié de politique étrangère et de sécurité pour les acteurs globaux comme les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, car les défis s'ajoutent aux défis. Difficile reconstruction de la Somalie, massacres et famine au Soudan du Sud, menaces terroristes, guerre au Yémen. Le ministre des Affaires étrangères a de son côté souligné l'appui et le soutien de l'Union européenne en matière de la paix et de sécurité. Voici un extrait de son intervention. Mesdames et messieurs, l'Union européenne fête le 65e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950. Cette déclaration du ministre français des Affaires étrangères à l'époque a marqué une étape de la construction européenne qui, depuis lors, n'a pas cessé de se développer et de se renforcer autour de valeurs communes. La date du 9 mai est devenue
celle de la journée de l'Europe. Par ailleurs, le 4e sommet UE-Afrique de 2014 a souligné l'importance de l'approfondissement du partenariat politique entre l'Union européenne et l'Afrique, notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité, dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité, des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. Le renforcement du développement socio-économique à travers le développement des infrastructures, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ainsi que l'intégration des espaces économiques régionaux a mis en exergue les opportunités de croissance économique soutenues sur le continent africain. À ce titre, l'Union européenne et les États africains sont des partenaires privilégiés. L'afflux des réfugiés yéménites et des ressortissants étrangers à Djibouti reprend avec intensité. Rien qu'hier soir, 652 personnes sont arrivées à Djibouti à bord de 6 boutres en provenance de Maker, mais aussi de la ville d'Aden. L'afflux de ces civils fuyant la guerre au Yémen a été rendu possible suite à la trêve qui est entrée en vigueur hier soir vers 11h30. Sur les 652 arrivants hier, 415 sont yéménites. On compte également 128 Américains et 39 Djiboutiens. Autre information de taille, l'arrivée de 1000 autres civils fuyant la guerre au Yémen. C'était dans les titres, 2 avions cargo qatariens à son bord, une centaine de tonnes de vivres pour les Yéménites a atterri hier soir à Djibouti. Et c'est la seconde fois qu'une aide humanitaire a été envoyée par le Qatar pour assister donc les civils yéménites pris en piège dans la guerre dans ce pays. Cette aide a été réceptionnée par le secrétaire général du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan, l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, Jazem Ben Jaber Al-Sourour, et le chargé d'affaires de l'ambassade de Yémen à Djibouti, Hamoud Ahmed Al-Odeini, le directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères, Mahmoud Ali, et le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar. Dans une interview accordée à la télévision nationale, l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, Jazem Ben Jaber Al-Sourour, a expliqué que le Qatar a lancé un pont humanitaire pour acheminer l'aide humanitaire aux frères yéménites. Il a précisé que 115% de cette aide serait acheminée au Yémen via Djibouti et le 25% restant sera distribué aux déplacés yéménites qui sont à Djibouti. L'ambassadeur du Qatar a souligné que ce pont a été installé afin d'atténuer les souffrances de la population yéménite sur instruction de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed. De son côté, l'ambassadeur du Yémen accrédité à Djibouti, Ahmed Al-Odeini, a d'abord tenu à remercier le Qatar pour ce don qui, a-t-il dit, va atténuer les souffrances de la population yéménite. Il a ajouté que le Qatar a déjà envoyé d'autres aides humanitaires. Il a remercié également le président de la République, Ismaël Marguelé, la première dame, le gouvernement ainsi que le peuple de Djibouti pour leur soutien aux déplacés yéménites ainsi que pour l'ouverture de sa voie maritime pour acheminer l'aide humanitaire au Yémen. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan, a souligné l'importance qu'a revêt cette aide humanitaire destinée aux frères au Yémen. On l'écoute. Je voudrais, au nom du gouvernement de Djibouti et également au nom du ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, également exprimer le remerciement du gouvernement djiboutien à l'État du Qatar pour cette aide humanitaire très importante pour nos frères yéménites qui transitent par Djibouti, comme vous le savez, mais également pour l'aide humanitaire aux yéménites qui sont à Djibouti, dans les camps à Obok. Ce n'est pas la première fois que le Qatar apporte une assistance humanitaire. Nous avons déjà fait une première opération et il ne s'agit là que d'une première cargaison, puisque il y a encore 3 autres avions de la Qatar Airways qui vont amener du matériel supplémentaire, qui est de l'aide humanitaire essentiellement destinée à nos frères yéménites. Le ministère d'ailleurs saisit cette occasion pour exprimer encore une fois toute sa disponibilité à nos frères du gouvernement du Qatar pour leur apporter tout le soutien nécessaire afin que cette aide soit acheminée dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions.
Autre nouvelle du pays, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, a procédé ce matin dans son cabinet la signature d'un accord de financement de 7 millions de dollars américains. Et il s'agit d'un financement sous forme de dons qui est destiné d'appuyer le gouvernement, en particulier dans le secteur de la santé. La cérémonie du financement présidée par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé, le Dr Kassim Sarr Ousmane, et de la représentante de la Banque mondiale, Homazara Fatouhi. Rappelons que la signature du financement de ce projet va compléter aux 7 millions de dollars déjà versés et lancés dans les régions de Tadjoura. Infantile et sur les maladies transmissibles, dont le VIH-Sida et tuberculose. Comme vous le disiez, ce financement servira donc à la responsabilisation, l'autonomisation des formations sanitaires en versant directement des fonds sur leur compte, sur la base de leurs performances et de la qualité des services dispensés aux bénéficiaires cibles. En même temps, le financement permettra d'appuyer la régulation, le suivi et la gouvernance du niveau central, ainsi que la participation communautaire. Et le ministre de la Santé a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour l'amélioration de la performance du secteur de la santé. Le docteur Kassim Sarr Ousmane a ajouté que ce projet permettra la révalorisation des structures sanitaires de base. Écoutez le ministre. Aujourd'hui, ces 7 millions de dons que vous venez de signer avec mon collègue des Finances va permettre au ministère de la Santé d'élargir ces champs d'action sur les 3 autres régions, à savoir Arta, Obok et Dekil. Comme vous savez, le 7 mai de ce mois-ci, une conférence régionale sur la réduction de la mortalité maternelle a été présidée par le chef de l'État. Il s'agissait d'une conférence qui avait réuni les différents ministres de la région des pays de l'IGAD et sur laquelle le président de la République s'est engagé à faire tout pour que la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Assise nationale de la fiscalité pour la première fois de son histoire. Le gouvernement djiboutien a organisé les premières assises nationales de la fiscalité et c'est la suite au constat dressé par les pouvoirs publics sur le fait que le système fiscal djiboutien ne répond plus à la configuration actuelle de notre tissu économique. Et c'est dans ce cadre, et conformément au décret institution, le comité d'organisation de ces assises, que le ministre du budget et du président de la Chambre du commerce ont tenu une réunion d'information élargie aux représentants des différentes institutions de l'État et des représentants du secteur privé, notamment les principaux chefs d'entreprise. Au cours de cette réunion, qui a duré plus de 3 heures, le comité paritaire de ces assises ont débattu sur 2 points cruciaux. Le constat d'échec du système fiscal djiboutien hérité du pouvoir colonial qui est aujourd'hui en fin de siècle. Et à cet égard, les 2 parties ont dégagé une même identité de vue sur la nécessité d'une réforme en profondeur de notre système fiscal. En outre, cette réunion, le ministre du budget, à l'initiative de ces assises, a indiqué la volonté politique du président de la République, de son ministère et l'ensemble de son gouvernement, de faire aboutir ces réformes qui sont aujourd'hui, selon le ministre, plus que jamais incontournables. Bodé Ahmed Roble a demandé à l'ensemble des partenaires d'avoir une approche globale sur cette problématique de la fiscalité qui contribue le fond même de l'État et donc de l'intérêt général. Les 2 parties ont donc décidé de se retrouver pour 3 jours de réunion afin de finaliser l'agenda de ces assises dont la date et la durée seront fixées d'un commun accord. Et dans l'actualité, toujours, une signature de convention de coopération a eu lieu entre le laboratoire central du bâtiment et de l'équipement de Djibouti et le laboratoire public et d'études du Maroc. La signature de cette convention s'est déroulée entre le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, et le représentant du laboratoire public d'études marocain en présence notamment du secrétaire général du ministère. Il s'agit à travers cette signature de jeter les bases d'une coopération unique dans le domaine du contrôle du bâtiment et de partager les expériences afin de garantir la construction des bâtiments qui soient aussi bien au niveau de leurs études, de leur construction que leur solidité et résistance à long terme.
une obligation que s'impose le ministère, et en particulier Monsieur le ministre de l'Équipement et des Transports de Djibouti, pour faire du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement un point de passage obligé et un organe fiable de mesure qui est mis à la disposition de l'ensemble des opérateurs dans l'acte de bâtir. Tout pays, dans le cadre, disons, de la protection de ses citoyens, la sécurité de ses citoyens et la pérennité de leurs biens, en particulier un bâtiment quand il est bien construit, il n'y a pas de risque pour qu'il ait des dégradations, etc. Et donc tout pays doit se doter d'un laboratoire qui permette justement de garantir cette sécurité et cette pérennité. Et l'objectif de Monsieur le ministre de l'Équipement et du Transport de Djibouti, c'est de faire justement du laboratoire LCBE un laboratoire qui soit ce laboratoire de référence incontournable et fiable, et je vous remercie. Et justement, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, s'est dit confiant quant au jumelage entre ces deux institutions. Écoutez le ministre. Il y a une signature entre le laboratoire central du bâtiment et les deux laboratoires, le laboratoire central du bâtiment et de l'équipement et le laboratoire public d'essais et d'études du Maroc ont signé une convention de coopération. C'est une étape majeure dans le cadre de l'amélioration des services rendus par le laboratoire central du bâtiment des Djibouti. Et nous sommes très confiants de cette début de collaboration qui va, en n'en pas douter, apporter au laboratoire de Djibouti toute la coopération et tous les appuis nécessaires pour développer ces actions au profit donc de la construction de Djibouti, tant dans le domaine du bâtiment que dans le domaine des routes. Cette convention permettra à nos deux pays de renforcer les liens de coopération, et je tenais à remercier donc la partie marocaine d'avoir répondu favorablement à ces demandes d'appui dans le cadre donc du développement du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement de Djibouti. Au ministère des Waqf et des Affaires musulmanes, l'air est à la préparation du pèlerinage à la Mecque pour l'année 2015. C'est dans le cadre qu'un dispositif de tirage au sort sera effectué ce soir même à partir de 10h pour les pèlerins enregistrés à Djibouti-Ville et à la région d'Ali-Sévier qui ont déposé leur quota. Ainsi, le directeur des Affaires musulmanes ainsi que les responsables en charge du dossier de pèlerinage et l'huissier de justice Ambassa Mohamed se sont rendus au studio de télévision pour inspecter les dispositifs mis en place pour le tirage au sort qui sert de visée à notre antenne. Tout à l'heure, en direct. Et sous le haut patronage du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, M. Aden Hassan Aden a organisé ce matin au Palais du Peuple à la cérémonie de remise de prix aux lauréats qui ont mémorisé le Saint-Coran de l'année 2015. Le secrétaire général du ministère Mohamed Ali, le directeur des affaires musulmanes Alsas Ahmed Abdallah et des hauts responsables de ce département. Ces cérémonies ont en outre vu la participation de jeunes filles et de garçons aux heureux lauréats qui ont pu mémoriser le Saint-Coran, compris entre la tranche d'âge 25 et moins de 25 ans, issus de différentes régions sud de la capitale. Au total, 2017 jeunes ont participé à ces concours organisés par la direction des affaires islamiques, service des mosquées. L'objectif principal est de trouver de jeunes qui peuvent participer au concours régional du prix du chef de l'État organisé chaque mois de Ramadan, ouvert uniquement pour les hommes. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu aujourd'hui l'équipe championne de la 2e division de football
à l'université de Djibouti. Un championnat remporté par l'équipe de l'université de Djibouti face à la formation de SDVK qui occupe la 2e place. Cette rencontre avec l'équipe de l'université de Djibouti s'est déroulée en présence du président de l'université de Djibouti, le Dr Jama Omar Hassan, le chef des services de sport de l'université de Djibouti, Abdurrahman Adad, l'entraîneur de l'équipe universitaire, Abdurrahman, ainsi que l'équipe gagnant joueur de l'équipe de l'université de Djibouti. Parce que vous avez cru en vous, vous avez travaillé dans un esprit d'équipe, parce que c'est une équipe qui a gagné, ce n'est pas des individus. Et aujourd'hui, vous avez démontré votre capacité, votre qualité de réussir. Moi, je peux que vous féliciter, vous demander de transmettre ce message, d'être fier de votre université, d'être fier de vous-même, d'être fier des gens qui vous accompagnent et d'aller de l'avant et de transmettre ce message à ceux qui sont plus jeunes que vous et de continuer à être les meilleurs. Et l'année prochaine, Inch'Allah, on aura la coupe de la première division. Je vous félicite. Dans l'actualité également, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement tient ces derniers jours une série d'ateliers sur l'environnement et le changement climatique dans les régions de l'intérieur. Et les experts en environnement s'étaient rendus aujourd'hui à Arta et ils se sont donc penchés sur les conséquences de ce changement climatique. Ils ont constaté le manque de pâturage et rareté de l'eau qui pousse et qui conduit les nomades à l'exode. Pour pallier à ces situations et en train de redéfinir sa stratégie et le plan d'action national en faveur de la diversité biologique. Il était donc question, lors de cette rencontre à Arta, de consulter et de faire participer les acteurs locaux, la population et les autorités locales sur cette nouvelle stratégie. Rurales et côtières et les familles pratiquant encore la transhumance sont d'une première importance pour ce domaine. Et son thème plus spécifique, la diversité biologique, c'est-à-dire la diversité du monde vivant. En effet, pour toutes les régions, mais peut-être plus particulièrement pour la nôtre, la qualité, la rareté, la diversité, mais aussi sans doute la fragilité du patrimoine naturel est une réalité. De son côté, le directeur adjoint de l'environnement, Abdelkader Ahmed Aouled, a indiqué que la stratégie nationale en faveur de la diversité biologique n'a pas été réactualisée depuis 15 ans. Voici un extrait de ses propos. Au sein de la gouvernance djiboutienne. C'est toujours dans la continuité aussi du travail qui a été initié en 2000. L'ambition de cette stratégie peut se résumer en 4 verbes. Préserver, restaurer, renforcer et valoriser la diversité du vivant dans tous les espaces du territoire national. Nous la voulons, cette révision, également dans un cadre partagé. C'est pourquoi, mes chers compatriotes Jamagarato, ne soyez pas timides, nous vous tendons l'oreille, dites votre suggestion, vos idées et vos expériences. En d'autres termes, pour agir et réussir ensemble. En d'autres termes, aidez-nous à construire cette stratégie sur la biodiversité. À page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec tristesse le décès de feu Fatouma Bou Hassan, né en 1930. Feu Fatouma Bou Hassan est décédé hier soir à Djibouti de suite d'une longue maladie. La défunte était la mère de notre collègue Saada Abogoré. Elle laisse derrière elle 7 enfants et de nombreux petits-enfants. En ces douloureuses circonstances, la direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte. Que le Tout-Puissant ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous avons appris avec regret également le décès du chef du village de Ali Adé, feu Idriss Samire Darar, survenu ce matin vers 8h30 à l'hôpital général Pelletier. Né en 1948, le défunt Idriss Samire Darar était très apprécié et respecté par ses concitoyens. Il laisse derrière lui 2 veuves, 17 enfants, dont Hassan Idriss Samire, directeur général du centre pénitentiaire de Gobod, ainsi que plusieurs petits enfants. En apprenant sa disparition,
disparition, la direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances le plus attristées à la famille et aux proches du défunt et prie le très miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité régionale et internationale. Au Yémen, pour commencer, une trêve humanitaire est entrée en vigueur. Après 7 semaines de raids aériens, une trêve humanitaire de 5 jours est entrée en vigueur hier soir au Yémen. Elle a été précédée de nouveaux combats entre rebelles houthis et partisans du président Rabo Mansour Hadi. Explication. La coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite qui bombarde depuis le 26 mars au Yémen les miliciens chiites houthis a annoncé l'entrée en vigueur mardi dernier. Ces 5 jours de cessez-le-feu doivent permettre l'acheminement de vivres et d'aide humanitaire aux populations yéménites durement touchées par les combats. Mais selon le général saoudien Ahmed Asseri et porte-parole de la coalition, les rebelles ont bombardé le secteur frontalier avec l'Arabie saoudite. Moins de 2 heures avant l'arrêt prévu des combats, des positions militaires rebelles autour de Sanaa ont été visées par des raids, selon des habitants. Des bombardements massifs ont également causé de sérieux dégâts dans la vieille ville de la capitale yéménite. Vendredi pourtant, Riyad avait proposé un cessez-le-feu dans le but de faciliter l'acheminement d'aide humanitaire à la population. Les militaires, fidèles à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, allié des Houthis, ont été les premiers à l'accueillir favorablement et les rebelles ont laissé entendre du bout des lèvres dimanche qu'ils étaient prêts à le respecter. C'était l'essentiel de l'actualité préparé par la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme